Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah, et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. La politique, elle est vraiment dans tous ses états. Et Arnaud Benedetti, juste avant les informations, on a parlé un peu de ce que c'est que la politique. Et il faut le rappeler si on veut parler de ce qu'elle est devenue. Mais justement, au fond, cette politique-là, aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas dire, parce que dans 6 mois, on vote, comme vous le savez, et pour les présidentielles qui sont censées être l'élection reine, l'élection princeps, au fond, vous, ce que vous dites, c'est, au fond, les politiques aujourd'hui non seulement sont empêchés, sont les Lilliputiens de Gulliver, et ils n'ont plus de marge de manœuvre. C'est ce qui fait leur mort lente ou pas? Oui, alors il y a des phénomènes qui expliquent ce dépérissement de la politique. Il y a au moins 2 ou 3 phénomènes qui, à mon avis, sont à l'origine. C'est d'abord, on est dans un monde où les interdépendances sont de plus en plus fortes, et c'est ce que l'on appelle la mondialisation, où les marges de manœuvre des États-nations sont, d'une certaine manière, surtout les marges de manœuvre des États-nations européens, il ne faut jamais oublier que c'est l'Europe qui a inventé l'État-nation, sont aujourd'hui réduites. Ça, c'est un premier point. Aussi, parfois, du fait de la volonté d'un certain nombre de dirigeants politiques qui ont accepté cette réduction des marges de manœuvre. Il y a quand même une responsabilité politique aussi dans le dépérissement de la politique. Deuxième aspect, c'est qu'on a un autre phénomène qui, à mon avis, est un phénomène qui est tout à fait nouveau, c'est qu'on a l'émergence d'une articulation de l'économique et du technique qui fait surgir des formes de pouvoir qui sont concurrentes des formes de pouvoir classiques et traditionnelles. Exemple. Les GAFAM, par exemple. Les GAFAM, ce sont à la fois des acteurs, en effet, d'abord technologiques, ce sont des acteurs économiques, ce sont des acteurs politiques, ce sont des acteurs qui aujourd'hui investissent par exemple des milliards et des milliards d'euros dans le domaine de la recherche et du développement, c'est-à-dire je crois que de mémoire, je le cite dans le livre, mais je crois que Google, le budget de Google, ça doit être 60 milliards d'euros en matière de recherche. Alors vous comparez avec le budget du CNRS, vous avez à peu près une différence, qui est considérable. Donc ces formes d'organisation viennent concurrencer non seulement les États, mais aussi les structures interétatiques. Alors on voit d'ailleurs que lors du G20, ce dimanche ou ce samedi, les chefs d'État se sont mis d'accord sur une taxation des multinationales et des GAFAM pour essayer justement de reprendre la main. Ça revient tout le temps, ça. Oui. Mais ça, c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau, cette concurrence-là. Et donc, le troisième phénomène, c'est que la politique devient de plus en plus technocratique. C'est-à-dire qu'on a l'émergence d'une classe politique qui est une classe politique de techniciens, de technocrates, qui s'est substituée d'une certaine manière à la classe politique que nous avions, disons, jusqu'aux années 70-80, à la fois des élus de terrain, mais aussi des élus qui avaient une culture qui était une culture différente, qui était une culture générale. Je crois que le rôle de la culture générale aussi a joué, a été un facteur considérable dans le dépérissement de la politique. Vous savez, De Gaulle avait une phrase, il disait « La culture générale, c'est ce qui prépare au commandement ». On a progressivement, maintenant, depuis un certain nombre de décennies, abandonné ces éléments de culture générale pour des savoirs qui sont beaucoup plus techniques, voire technocratiques. Oui, mais alors justement, de ce point de vue-là, allons plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, les GAFAM, vous en avez parlé dans votre livre, vous en parlez dans votre livre, par exemple, les GAFAM, Twitter ou Facebook, ont interdit à Trump, encore président à l'exercice, quel que soit ce qu'on peut penser de Donald Trump, il était président à l'exercice, ils l'ont censuré à vie sur Facebook et sur Twitter. Donc, il y a un rôle politique, et ils n'ont pas censuré d'autres personnes qui tenaient des propos au moins aussi excessifs que lui. Donc là, ils interviennent directement dans la politique. Oui, ils interviennent directement. Alors la relation de Trump au réseau, c'est une relation qui a été « je t'aime moi non plus, je t'aime au début », parce que c'est vrai que Trump a contourné le mainstream médiatique grâce à un usage qui était un usage intense, soutenu des réseaux sociaux pour s'adresser directement au peuple, considérant que les médias mainstream lui étaient opposés, ce qui d'ailleurs était la réalité aux États-Unis. Ensuite, la relation s'est dégradée. Elle s'est dégradée parce que les GAFAM se
les réseaux se sont retournés contre Trump, et Trump, d'une certaine manière, a voulu mettre fin, ou en tout cas a voulu bousculer le monopole et l'oligopole que constituaient les GAFAM. Et ce à quoi nous avons assisté in fine, c'est que les GAFAM, et notamment Twitter, Facebook, entre autres, se sont arrogés un pouvoir qui est un pouvoir quasi régalien sur l'expression même d'un chef de l'État. Et si vous voulez, le paradoxe, c'est que on va couper le compte Twitter du président Trump, on va couper le compte Facebook du président Trump, mais dans le même temps, on va laisser totalement ouverts des comptes qui sont des comptes d'un certain nombre de chefs d'État qui appellent par exemple à la destruction d'Israël. Ça ne pose strictement aucun problème aux réseaux sociaux, ce qui montre que les réseaux sociaux sont porteurs aujourd'hui aussi par la politique de modération qu'ils peuvent mener d'une certaine vision idéologique du monde. Donc ce sont des acteurs politiques et le problème c'est qu'ils sont en situation de monopole. Et ce qu'ils ont fait en Amérique peuvent le faire en France, sans aucun problème. Il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas le faire en France ou ailleurs. Donc en l'occurrence, c'est une maîtrise qui est la leur et ils décident, en fonction d'un certain nombre de prérequis qu'ils établissent eux-mêmes, de fermer le compte de tel acteur politique ou de tel acteur intellectuel. Alors Arnaud Benedetti, comment vous expliquez, vous en avez un peu parlé, comment vous expliquez, il faut le dire, la baisse de niveau de la classe politique? Alors il y a trois choses. Je pense il y a trois éléments. Si vous voulez, moi dans ce livre, j'essaye d'expliquer trois éléments. D'abord, l'impuissance du politique, ce qui est à la fois un fait et un ressenti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, le politique a de plus en plus de difficultés à réguler un certain nombre de grands mouvements. Les mouvements migratoires, la circulation et les échanges. Cette impuissance du politique fait que mécaniquement, il y a une crise de la représentation. C'est-à-dire que globalement, les électrices et les électeurs, dans un certain nombre de démocraties, et plus particulièrement en France, parce qu'il faut le dire, si le phénomène d'abstention est important, il est d'abord important en France, en Europe. Je rappelle quand même qu'on a voté ces derniers mois en Europe et qu'on n'a pas eu des taux d'abstention similaires à ceux que l'on a connus en France, parce qu'en France, on investit beaucoup dans la politique et dans l'État. On considère que c'est lui qui, quelque part, le grand ordonnateur de la société. Donc, cette crise de la représentation, elle est liée au sentiment qu'il y a aujourd'hui une impuissance des acteurs politiques à répondre aux préoccupations des citoyens et des citoyennes. Et le troisième aspect, en effet, c'est le déclassement de la politique. Toutes les études d'opinion que l'on peut analyser depuis maintenant une quinzaine, voire une vingtaine d'années, montrent une dégradation constante de l'image du politique dans l'opinion publique. Les politiques sont dans les cotes de popularité, dans les cotes de confiance au plus bas. Cette réalité, elle fait que vous avez un recrutement politique qui n'est plus tout à fait le même. C'est-à-dire que la politique qui a été quand même sous la Troisième République, sous la Quatrième République, durant près de 40 ans sous la Cinquième République, une école malgré tout qui était une école d'excellence, une école d'élite, finalement n'arrive plus à attirer aujourd'hui les meilleurs. Les meilleurs, ils vont ailleurs aussi. Ils vont dans le privé. Et donc vous avez un triple phénomène, impuissance du politique, crise de la représentation et déclassement du politique. Et alors ce qui est très étonnant là, c'est qu'on voit très très bien que ça rejaillit, c'est-à-dire ça revient à ce que vous disiez dans la seconde partie de votre argumentation, ça rejaillit, les gens le sentent, même s'ils n'ont pas cette culture, etc., ils sentent que cette classe politique n'est plus du tout la même, n'est plus au niveau. Il y a un ressenti quand même chez les électeurs potentiels ou pas. Il y a un ressenti très net qui est objectivé dans toutes les études qui sont menées maintenant depuis, encore une fois, de très nombreuses années sur la perception de l'opinion publique de la classe politique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez généralisé. Toute catégorie sociale concernée. Alors c'est vrai dans beaucoup de pays d'Europe, mais c'est encore plus vrai en France. Alors pourquoi c'est plus vrai en France? Parce qu'encore une fois, la politique y tient une place prédominante. C'est-à-dire que, il faut le rappeler, la nation, c'est-à-dire la société, en France, est construite par l'État. Qui construit l'État? Ce sont les rois, puis c'est la République. Donc, il y a une attente vis-à-vis de l'opérateur politique qui est certainement encore plus grande qu'ailleurs. Et ça, c'est une réalité qui explique vraisemblablement aujourd'hui la désillusion et le désamour qui, en tout cas, semble exprimer un grand nombre de nos concitoyens.
bien. L'autre aspect qui, me semble-t-il, est aussi assez important, c'est que le mode de recrutement du politique est en train de considérablement évoluer. C'est-à-dire que le mode du recrutement du politique, sous la 3e, sous la 4e, sous la 5e République, c'était un mode de recrutement du politique qui se faisait à travers un cursus honorum. Ce qu'on appelait le cursus honorum, c'était finalement dans la République électorale le fait de conquérir un à un des mandats. C'est-à-dire vous faisiez élire maire, vous faisiez élire conseiller général, puis vous deveniez député, puis vous deveniez ensuite éventuellement responsable d'une formation politique, puis vous deveniez ministre, et puis fin du fin, vous pouviez accéder à la présidence de la République. Aujourd'hui, on a vu que ce cursus honorum, avec le parcours absolument météorique, en tout cas pour l'instant, de Emmanuel Macron, a été profondément bousculé, parce qu'on a vu quelqu'un qui finalement ne venait pas fondamentalement du milieu politique, même s'il avait été dans les cabinets ministériels, il venait de l'administration, et qui a réussi ce tour de force de remporter une élection présidentielle et de faire élire ensuite une majorité avec la République en marche de gens qui n'avaient parfois aucune expérience politique. Donc on a là une transformation profonde, en tout cas du recrutement du personnel politique. On va en parler tout de suite après ceci et avec les auditeurs de Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec Arnaud Benedetti, auteur de ce livre « Comment sont morts les politiques » qui arrive en librairie jeudi. Et vos appels arrivent déjà au standard au 0826 300 300. Et nous sommes avec Frédéric qui nous appelle de Blagnac. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tous, bonjour aux invités, bonjour Mme Berkov. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour. Ben oui, effectivement, les politiques sont morts, mais quelque part, ils sont morts de leur belle mort et ils ont provoqué eux-mêmes leur mort. Ça fait tant d'années que de toute façon, ils nous promettent des tas de choses et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des septennats, des quinquennats, ben rien ne se passe et que ça ne reste toujours que des promesses à venir. Et aujourd'hui, je pense que les gens en ont suffisamment ras-le-bol. Ils en ont tellement ras-le-bol que ça explique aussi l'ascension d'Éric Zemmour qui va annoncer certaines choses dont les gens, en fin de compte, l'ont au plus profond d'eux-mêmes et ont envie de hurler cela. Si on prend... regardez, nous sommes à 6 mois des élections. Que se passe-t-il à 6 mois des élections? D'un seul coup, on a le chéquier qui s'ouvre. Alors, on a le chèque énergie, on a les 500 €, mais Emmanuel, venez voir les entreprises. Nous, ce que l'on veut dans les entreprises pour créer de l'emploi, c'est moins de charges. Parce que si on a des charges, on ne peut pas payer les salaires. On ne se paye même pas, nous, parfois. Donc, lève-nous les charges plutôt que donner 500 €. On ne sait même pas comment ça va se faire. Ça va se faire en mars 2022, bizarrement, juste un mois avant les élections. Enlève les charges. L'EDF, un chèque de 100 €. Déjà, je trouve ça extrêmement compliqué pour les gens. Et humiliant, le seigneur, allez, on arrive presque au temps des seigneurs et des serfs. Allez, mangeaillons, prenez 100 €. Mais 100 €, est-ce que ça va être important pour tout le monde? Pour certains, extrêmement important. Manger de la brioche, cher gueux. Manger de la brioche, absolument, Marie-Antoinette. Voilà, donc nous en sommes là. Et alors, après, si on réfléchit un petit peu, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. EDF est quand même aujourd'hui actionnaire 84% l'État. On est bien d'accord. EDF va faire aujourd'hui un profit record annoncé de 4,7 milliards. Les économistes pensent que, justement, avec la renégociation des contrats en décembre, le profit va être de l'ordre de 7 milliards. Et à tel point que jusqu'à présent, EDF redonnait en actions, mais là, ils pensent redonner en cash. Donc, plutôt que redonner les 7 milliards, messieurs, puisque c'est 84% l'État, l'État c'est qui? L'État c'est nous. Redonnez-nous une partie de ces 7 milliards. Inévitablement. Donc les politiques sont morts parce que quelque part, ils ont tellement usé le système qu'on n'a plus confiance en eux. Et on a besoin aujourd'hui d'un renouveau. Comme on a eu besoin peut-être en 1945 du général de Gaulle, on a peut-être besoin d'autres personnes. Et d'autres personnes se reconnaissent peut-être dans Éric Zemmour. Donc moi qui suis républicain, je me reconnais en partie dans ce que dit. Je ne suis pas d'accord à 100% avec ce qu'il dit, mais je me reconnais en partie avec lui. Et j'avoue franchement que j'hésite au second tour à lui porter mon adhésion. Eh bien, écoutez, Frédéric, en tout cas, c'est dit. Vous avez dit cela, c'est vrai. On voulait parler avec Arnaud Benedetti du populisme, encore que c'est un mot valise, franchement, utilisé n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est vrai que Éric Zemmour est le symptôme, on va parler de ça, puisque Frédéric en a parlé, de quelque chose. C'est-à-dire de la mort d'une certaine politique. Éric Zemmour, si vous voulez, qu'est-ce qu'il personnifie aujourd'hui? Il personnifie d'une certaine manière la demande de politique. Ce qui était aussi le cas du mouvement des Gilets jaunes.
Parce que quand on analyse de près le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui n'est pas du tout anti-politique, c'est un mouvement qui symbolise le retour du politique dans sa fonction de protection. C'est ça qui est très important. Éric Zemmour, il symbolise aussi cela, c'est-à-dire il nous dit il faut que le politique puisse protéger les sociétaires que sont les Français et que c'est une mission qui a été aujourd'hui abandonnée par l'État. C'est ce que veut dire aujourd'hui d'une certaine manière l'offre politique potentielle et vraisemblable d'Éric Zemmour. Donc le populisme, qu'est-ce que c'est le populisme ? Le populisme aujourd'hui, c'est un moyen pour les élites qui finalement sont comptables d'une seule vision du monde la plupart du temps, de disqualifier la concurrence politique. C'est ça. Vous êtes populiste, vous êtes complotiste, donc à partir de là, vous faites partie d'une offre politique qui n'est pas une offre politique légitime en démocratie. C'est pour aller vite ce qu'ils nous disent. La réalité, c'est que le populisme, ça traduit surtout une inquiétude. Ça traduit une inquiétude de gens qui voient une démocratie libérale, parce que nous sommes des démocraties libérales, perdre à la fois sa fonction de protection, ça c'est le premier point, et perdre aussi sa fonction, disons, d'animation du débat politique. Quand aujourd'hui on vous dit il n'y a pas d'autre solution politique que la vision du monde que l'on vous propose, vous finalement vous enfermez la démocratie libérale dans une démocratie où il n'y a plus qu'un seul choix. Donc nous ne sommes même plus dans une démocratie libérale. Et c'est bien le problème, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui les libéraux qui prétendent défendre le libéralisme l'ont d'une certaine manière trahi. Parce qu'ils n'acceptent plus finalement la possibilité qu'il y ait une pluralité d'opinions, une pluralité de discussions et une pluralité de solutions. Le libéralisme, il ne faut jamais oublier, à l'origine c'est d'abord une philosophie politique. Et cette philosophie politique, elle doit permettre de mettre en discussion tous les sujets. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tentative finalement de corseter toujours plus le débat afin de dénoncer ceux qui éventuellement pourraient faire émerger d'autres expressions politiques. Exact. Mais Arnaud Belletti, non seulement c'est pas libéral, mais c'est pas très démocratique non plus. C'est le moins qu'on puisse dire. De toute façon, la démocratie telle qu'on l'entend, en tout cas en Occident, elle s'est construite avec le libéralisme. Exact. Le libéralisme, c'est deux choses. C'est la possibilité, en effet, de permettre à des pluralités d'opinions de se constituer politiquement et de concourir à l'exercice du suffrage. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, d'avoir un système institutionnel de pouvoir et de contre-pouvoir qui limite, en effet, à un moment donné, le pouvoir, notamment le pouvoir exécutif. Sinon, ça sert à quoi ? Merci Frédéric pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Pierre qui nous appelle de Toulouse, juste à côté de Blagnac. Bonjour Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si monsieur Arnaud Benedetti a évoqué le sujet, mais lorsque vous discutez avec des hauts fonctionnaires de Bercy, on vous explique que le budget annuel de l'État est totalement dépensé et que seul 5% est réservé au gouvernement en place pour, au fond, proposer des nouvelles solutions, quoi. Le reste étant, bien sûr, pour payer les fonctionnaires, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble des hommes politiques qui font campagne ne peuvent faire campagne que sur l'immigration, sur l'écologie, sur des sujets qui ne sont pas axés sur l'économie. Et parce que les partis traditionnels de droite et de gauche, comme vous venez très bien de le faire remarquer, étaient axés sur une idéologie, sur un mode économique, c'est-à-dire ou libéral ou collectiviste, et ce mode ne peut plus fonctionner puisqu'aujourd'hui nous n'avons plus de marge de manœuvre pour dépenser. Et si par exemple demain nous avions un mode libéral, évidemment que l'État français serait totalement endetté et il ferait faillite. Donc ça provoquerait bien sûr des sursauts peut-être de guerre civile. Donc je pense que aujourd'hui la seule formule c'est peut-être en effet de réviser une autre forme de pensée idéologique, politique, basée plus sur l'humain plutôt que sur l'économie. Oui, difficile à dire parce que vous savez que déjà l'État français est déjà tellement endetté, Pierre, comme vous le savez, et je ne sais pas si la marge de manœuvre est de 5%. Qu'en pense Arnaud Benedetti ? Les marges de manœuvre aujourd'hui sont extrêmement réduites, on le sait bien. D'abord, on a mené quand même depuis le traité de Maastricht des politiques budgétaires qui se voulaient restrictives.
Donc ces politiques budgétaires restrictives, qu'est-ce qu'elles ont amené? Elles ont amené finalement à maintenir malgré tout le modèle social français pour maintenir la cohésion et faire en sorte que on puisse continuer à assumer la mission de l'État redistributeur, de l'État-providence. Mais dans le même temps, ce qui s'est passé, c'est que pour permettre à ce modèle social de continuer à perdurer, on a rogné sur un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions stratégiques et des fonctions régaliennes. On a rogné sur les budgets de la défense, on a rogné sur le budget de la santé, on a rogné sur le budget de la sécurité, on a rogné sur le budget de la recherche, c'est-à-dire sur les missions qui sont à la fois les missions de protection, de sécurité, de défense et sur les missions de préparation de l'avenir, qui sont des comme la recherche, qui sont des missions stratégiques et régaliennes. Eh bien, on s'est servi finalement de ces fonctions comme variable d'ajustement pour, en tout cas, permettre de faire un certain nombre d'économies budgétaires sans, d'un autre côté, entraver les budgets sociaux. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, nous le payons au prix fort en termes notamment sur un plan politique. C'est-à-dire, le politique, encore une fois, c'est d'assumer une certaine forme de puissance politique. Et sans parler, alors du point de vue économique, de la désindustrialisation massive depuis 20 à 30 ans. Oui, alors ça, c'est la promesse européenne. C'est-à-dire qu'en fait, la promesse européenne a été vendue, il faut se souvenir, pour ceux qui ont la mémoire et qui ont vécu cette époque, le débat sur Maastricht, qui est à mon avis un moment qui est une césure dans la vie politique, et une césure clé. D'ailleurs, on voit que la France du oui et la France du non continuent de s'affronter élection après élection depuis 30 ans. Ça, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on a vendu finalement aux Françaises ou aux Français en 1992? C'est que la promesse européenne serait une promesse de protection et serait une promesse de puissance. Ce dont on s'est aperçu, c'est que non seulement on n'était pas capable de protéger notre économie, que finalement l'idéologie libre-échangiste, qui est quand même celle de Bruxelles, allait contribuer à la délocalisation et accélérer la désindustrialisation. Et dans le même temps, on n'a pas été capable au niveau européen, on le voit bien par exemple sur les GAFAM, on n'a pas aujourd'hui l'équivalent en Europe de ce qui existe aux États-Unis, de mener des politiques qui soient des politiques de puissance. Donc en effet, là aussi, vous avez une partie des opinions publiques européennes, et là, ça se retrouve dans tous les États membres de l'Union européenne, qui, aujourd'hui, ont en effet une vision extrêmement critique de la façon dont l'Europe s'est développée depuis 1992. Voilà. Et pour ça que c'est dans le doute, ils s'abstiennent. Oui, on se retrouve dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour poser vos questions à Arnaud Benedetti, auteur de Comment sont morts les politiques aux éditions du CERF. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien écoutez, on va tout de suite dans le fief de la centralisation Paris avec Charles. Bonjour Charles. Oui, bonjour Charles. Oui, bonjour. Écoutez, je voudrais poser une question à votre invité. Il parlait de recherche et développement, les sciences appliquées. Moi, je pensais à la politique. Il y a une définition que disait le philosophe Aristote. Il disait que la politique était la science architectonique. C'est-à-dire qui surpassait, qui englobait toutes les sciences. Je trouve que c'est une définition, c'est une bonne définition. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le politique doit s'entourer de spécialistes parce qu'un seul homme ne peut pas tout savoir. Évidemment. Il doit connaître l'économie, la physique, la chimie, même les sciences dures pour prévoir ce qui peut se passer dans le futur. L'élection présidentielle, on va élire un président, mais on va élire aussi tous ses conseillers. Ça devient très complexe. Et je voudrais faire un petit tacle aussi à votre émission en passant. L'écologie est une science. Depuis le 19e siècle, il y a des scientifiques qui s'en occupent. Et il y a le GIEC qui est un consortium de scientifiques qui travaille depuis 40 ou 50 ans sur le sujet du climat. Et je voudrais dire que Claude Allègre, depuis que ses collègues lui ont montré des courbes et des chiffres et lui ont dit maintenant qu'est-ce que tu vois, on n'entend plus parler. Et de temps en temps, vous avez un ou deux invités qui fustigent le GIEC, par exemple, parce qu'ils font de la modélisation du climat, que la modélisation, c'est pas très bien. La modélisation, vous savez, juste un mot, Charles. On a vu la modélisation, ce qu'elle donnait quand, en janvier, on nous annonçait, des modélisateurs anglais nous annonçaient qu'on aurait 500 000 morts en France du Covid. Donc, les modélisateurs, oui, les tableaux Excel, oui. Et puis, juste sur le GIEC, nous, on n'a rien contre le GIEC. Mais le GIEC, vous savez, regardez ce que proposait le GIEC et annonçait le GIEC pour l'an 2000 ou 2010, vous verrez, ce serait intéressant.
Enfin, Oui. on n'est pas contre, vous voyez, on n'est pas contre, franchement. Oui. Voilà. Je pense que à chaque fois le GIEC revisite ces chiffres en disant que ça va être un peu plus pire, plus vite. Oui. Et il me semble que c'est ça. Mais voilà, j'ai suivi ça un peu et il faudrait prendre en considération quand même un mouvement scientifique qui a 50 ans, alors que les modélisations du Covid, ça date de 2 ans. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, Oui. sur la science architectonique, j'aimerais savoir ce qu'en pense votre invité, parce que c'est revenir à la philosophie des Grecs anciens, ça serait peut-être une bonne chose. C'est peut-être ce que les gens attendent finalement, de mettre de la noblesse dans tout ça. La politique un peu comme science, oui, architectonique globale. Enfin, Oui. c'est ça, reprendre le réel. Arnaud Benedetti. Oui, Est-ce que la politique peut retrouver effectivement ce qui était sa fonction première? Il a raison. Si on suit Aristote, l'homme est un animal politique. C'est sa nature que d'être politique. La politique, c'est quand on essaye de finalement définir ce qu'elle est dans son essence, c'est la capacité à construire et à organiser la société. C'est ça la politique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a le sentiment, et parfois à juste titre, que la politique n'est plus en mesure de construire et d'organiser la société. C'est qu'on est face à un vaste chaos, à une zone en friche où vous avez un certain nombre de formes politiques qui s'affrontent, très différentes, sans un principe d'organisation commun. Et c'est ce qui rend bien évidemment aujourd'hui encore plus difficile que par le passé l'exercice de l'activité politique. Et moi, c'est ce que j'essaye plus ou moins d'expliquer dans cet ouvrage. Après, la politique, c'est aussi, à un moment donné, l'expression d'un régime politique. C'est-à-dire qu'il faut savoir vers quel type de régime on tend. Alors, vous parliez d'Aristote. Vous savez, Aristote, il a fait des classifications de régimes. Il faisait des classifications, la démocratie, la monarchie, la tyrannie. Et il explique, comme d'ailleurs Montesquieu, que ces régimes politiques qui correspondent à un certain nombre de principes moraux en la matière. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous vivons dans des systèmes qui sont des systèmes, en effet, démocratiques, et où la démocratie est malgré tout de plus en plus en dysfonction. On le voit régulièrement. D'ailleurs, on cherche des formes de participation nouvelles. Puisque la démocratie représentative ne marche pas, on va créer des comités de citoyens comme la conférence citoyenne pour essayer finalement d'éclairer la décision des politiques. Alors on voit bien que c'est beaucoup de la communication qui bien évidemment est à l'origine de ce type de procédé, mais ça traduit en profondeur finalement la crise de la représentation que nous traversons. Mais alors, Arnaud Benedetti, une question. Est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose qui n'est pas fondamental, au fond, au-delà des principes, des régimes, des articulations? C'est le courage et la volonté. Est-ce que les politiques, aujourd'hui, ne manquent pas, ce que c'est fondamental? Écoutez, on ne va pas revenir à Churchill et à De Gaulle. Je rappelle que De Gaulle est un petit colonel condamné à mort en 40, qui arrive à Londres et qui dit « La France, c'est moi ». Je rappelle que Churchill, nous combattrons sur mer, dans les airs et sur terre, etc., etc. On pourra en citer des... Et puis, bien avant eux, est-ce qu'il n'y a pas ce problème fondamental, qui est le problème de la volonté, de dire les choses et de les faire, et de ne pas craindre de braver l'impopularité ou peut-être la non-réélection? Alors c'est un sujet que j'aborde dans le dernier chapitre de ce livre, à travers une relecture de Machiavel. Quand on lit Machiavel, au-delà d'essayer de comprendre quel est le bon gouvernant, il explique quelles sont les qualités essentielles qui vont faire un homme d'action. Un homme politique, un prince. Et il explique en fait dans le moteur des activités humaines, il y a deux choses. Il y a ce qu'il appelle la fortune. La fortune, c'est quelque chose, une providence à laquelle on ne peut pas échapper. Et on ne peut pas échapper. Alors on dirait aujourd'hui, c'est peut-être la mondialisation, c'est peut-être la globalisation, des choses qui sont indépassables. Et il dit ça, finalement, c'est 50% de l'activité humaine. C'est 50% de ce qui va déterminer l'action humaine. Mais il reste autre chose. Il y a une marge de liberté pour l'homme. La marge de liberté, c'est ce qu'il appelle la vertu. C'est-à-dire
c'est-à-dire en effet cette énergie qui fait qu'à un moment donné, on va être capable de pouvoir contrôler et maîtriser les événements. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, d'une certaine manière, dans le comportement collectif d'un certain nombre de responsables politiques, c'est un recul de cette vertu au profit de ce que sont des mécanismes de nécessité. C'est-à-dire qu'en fait, la politique aujourd'hui ne fait plus qu'accompagner un certain nombre de processus qui nous dépassent, c'est-à-dire que ne propose que des solutions d'adaptation par rapport à ces processus, mais n'essaye jamais éventuellement de les contrôler, de les maîtriser, voire de les arrêter lorsqu'ils peuvent être nocifs pour l'ensemble de la société. Et donc, c'est en effet cette qualité-là, cette qualité rare, c'est-à-dire le volontarisme, aurait dit le général de Gaulle, le courage, qui parfois en effet semble faire défaut à un certain nombre de responsables politiques, et ce qui explique aussi la désaffection électorale dont sont victimes les professionnels de la politique. Et tout se passe comme si un certain nombre de politiques avaient embrassé le fameux théorème de Jean Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons de les organiser. Vous savez. Et merci beaucoup en tout cas Charles de nous avoir appelé. Vous pouvez encore nous appeler pendant un quart d'heure au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et après Paris avec Charles, on va tout de suite à Marseille avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour à tous, bonjour André et bonjour également à Monsieur Benedetti. Je vous remercie pour votre échange qui est tout à fait passionnant et pour qui favorise le débat et qui éclaire d'un jour lucide toutes les problématiques de l'époque. Quelques remarques rapidement par suite à vos interventions. Concernant la classe politique française, je compléterai le diagnostic qui est tout à fait lucide et pertinent qui a été posé par M. Benedetti. Je pense qu'il y a une baisse de la culture générale, effectivement, de la classe politique française qui s'est technicisée. Il y a une baisse de la culture générale et je pense aussi que la Ve République a été dévitalisée par des réformes dont on a pensé qu'elles étaient modernes et qu'elles pouvaient permettre à la démocratie de se développer. Et au final, ce sont des erreurs. Je pense que le quinquennat est une erreur. La décorrélation de l'élection législative avec l'élection présidentielle a dévitalisé le rôle du Parlement. L'abandon du septennat était une erreur. Je pense que sur 7 ans, on peut travailler beaucoup plus en profondeur qu'on ne le ferait sur un mandat de 5 ans. Mais ce qui caractérise aussi l'époque, je pense, et Emmanuel Macron est tout à fait emblématique de l'époque, c'est on arrive à une phase d'hyper-individualisation des individus et elle s'accompagne d'une autonomisation des élites qui se sont déconnectées des classes moyennes et des classes populaires en pensant fonctionner uniquement sur le principe de la caste. Vous parliez tout à l'heure à juste titre moi, je voulais aborder aussi la question du non-cumul des mandats qui, à mon avis, était aussi une erreur parce qu'elle a participé de cette déconnexion de la classe politique avec les administrés, en tout cas le peuple français. Et il y a un autre phénomène aussi qui me paraît aussi emblématique de l'époque, c'est la question du pantouflage et de la consanguinité entre la haute fonction publique et le capitalisme financier mondialisé qui a été accompagné pendant des années. Je citerai très rapidement, et je vais vous laisser, cette phrase de Marc Bloch qui déjà abordait le problème dans l'étrange défaite en 1940. Je cite: « Une démocratie tombe en faiblesse pour le plus grand mal des intérêts communs si ses hauts fonctionnaires, formés à la mépriser et par nécessité de fortune, issus des classes mêmes dont elle a prétendu abolir l'Empire, ne la savent qu'à contre-cœur. » Et je crois que la problématique qui a été posée par ce grand historien qui était Marc Bloch demeure toujours d'actualité. Oui, alors Romain, juste avant de donner la parole, effectivement, et vous avez posé de vraies questions, je vous renvoie à l'émission qu'on a faite avec Vincent Jauvert sur la mafia d'État, qui concerne le pantouflage et le passage entre public et privé. Il dit beaucoup de choses, Vincent Jauvert, là-dessus. Alors, Arnaud Benedetti, le quinquennat, la corrélation effectivement entre législative et l'exécutif, enfin avec les présidentielles et les législatives, et le non-cumul des mandats. Oui, alors en effet, si vous voulez, dans une époque d'accélération, l'accélération du calendrier politique
est un facteur qui limite finalement l'action d'un président de la République. Sur 5 ans, vous voyez bien qu'aujourd'hui, dès le lendemain de l'élection, on est déjà reparti dans la campagne qui va suivre. Et d'ailleurs, je n'en veux que pour preuve aujourd'hui, il y a des candidats potentiels pour l'élection de 2027, alors que l'élection de 2022 n'a pas eu lieu. Donc cette accélération du temps politique, elle ne donne pas en effet beaucoup de confort pour mener des réformes ou mener des actions en profondeur. Je suis d'accord que, en effet, cette manipulation institutionnelle a vraisemblablement subverti l'esprit même de la Ve République. Mais moi, je pense qu'il y a un autre problème. C'est qu'il y a un problème qui est lié à la fonction présidentielle. C'est qu'il y a un problème d'incarnation aussi de la fonction présidentielle aujourd'hui qui se pose. C'est que, finalement, jusqu'à Jacques Chirac, quoi qu'on pense de Jacques Chirac et quoi qu'on pense parfois de la faiblesse de son action en tant que président de la République, il faut voir que nous avions quand même des présidents de la République qui arrivaient à incarner la fonction, quel que soit le jugement que l'on pouvait porter sur leur politique. La grande rupture, et je pense qu'il y a un effet générationnel qui est réel, c'est à partir de l'élection de Nicolas Sarkozy. En fait, les 3 mandats successifs que nous venons de vivre, c'est-à-dire le mandat sarkozyste, le mandat de Hollande et le mandat de Macron, ce sont finalement des chefs d'État qui n'arrivent pas à habiter la statue du commandeur. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui caractéristique parce qu'on voit bien qu'ils sont tous critiqués sur aussi leur façon d'être. Et la Ve République, elle a été bâtie aussi pour finalement fournir une représentation du chef de l'État, qui est un chef de l'État, c'est le corps du roi, c'est-à-dire l'héritage monarchiste dont De Gaulle avait voulu finalement graver le marbre dans l'esprit de la République. Et ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, à mon sens, c'est que, en effet, vous avez justement parlé de la technocratisation de la vie politique. Mais la technocratisation de la vie politique, c'est un vieux sujet. C'est-à-dire que la technocratisation, elle commence presque, j'allais dire, dès le 19e siècle avec le saint-simonisme. Le saint-simonisme, c'est quoi? C'est la volonté, finalement, de substituer au gouvernement des hommes l'administration des choses. Alors évidemment... Mais ils n'étaient pas au pouvoir. Mais ils n'étaient pas au pouvoir. Mais disons qu'elle a ses racines à partir de là. Ça s'est accéléré. Ça s'accélère quand même avec la Ve République. La Ve République, on regarde quand même... La Ve République, vous avez un nombre d'énarques, de polytechniciens qui s'investissent de plus en plus, qui deviennent de plus en plus présents dans les cabinets ministériels. Ça, c'est sociographiquement, j'allais dire, démontré et objectivable. Absolument. Vous avez de plus en plus de grands leaders politiques qui sont issus des grandes écoles. L'ENA, enfin les grandes écoles techniques d'ailleurs, c'est-à-dire Polytechnique, l'École nationale de l'administration. Donc cette technocratisation, elle vient en effet d'une certaine manière homogénéiser la façon aussi de penser des politiques. Et puis les grands corps, Conseil d'État, Inspection des Finances, X-Mine, etc. Donc il y a une forme d'homogénéisation de la pensée politique, à la fois à droite et à la fois à gauche. Ces gens ont les mêmes codes culturels, ont les mêmes codes intellectuels, et donc, quelles que soient les majorités, vont finalement agir de la même manière, ou en tout cas avoir les mêmes réflexes. Donc en effet, ça nuit forcément à un exercice un peu qui donnerait un peu plus de respiration à la démocratie. Le dernier point, c'est le cumul des mandats. Le cumul des mandats, il faut se souvenir que le cumul des mandats, c'était un principe qui, dans une société très centralisée comme la société française, permettait d'accéder plus facilement pour des élus au centre de décision. C'était ça la légitimation. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage du cumul des mandats quand même? Alors c'est certainement, en effet, c'est-à-dire qu'attendez, il y avait des cumuls, il faut se souvenir quand même du cumul. Il y a une époque où vous aviez des gens qui pouvaient être président d'un conseil régional, maire de Bordeaux, et puis éventuellement président de l'Assemblée nationale. Etc. C'était pas, il n'y a pas si longtemps, c'était encore au début des années 80. Bon, il fallait quand même à un moment donné réduire le cumul des mandats, ne serait-ce que pour renouveler le personnel politique. Est-ce qu'on est allé trop loin aujourd'hui? Parce que finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a parfois des parlementaires qui n'ont pas d'expérience politique locale et que c'est nuisible pour l'exercice de leur mandat présidentiel. On voit qu'il y a par exemple des sénateurs aujourd'hui qui préconisent un retour à une forme de cumul de mandats. Ça me paraît en effet une piste qu'il faut, en l'occurrence, essayer d'étudier pour donner un peu plus de dimension pragmatique parfois à l'action politique. Un peu de territoire. Merci Romain de nous avoir appelé. Nous sommes maintenant avec Eric qui nous appelle de Tours. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric. Oui, bonjour.
pour réagir par rapport aux politiques, je crois qu'il y a eu un abandon de tout ce qui est la notion de groupe, d'ensemble, de société. On est passé du statut de, lorsque vous avez les politiques d'avant, si j'ose dire, ils réfléchissaient en tant que l'ensemble, c'est-à-dire la maison France, on va dire, et il y avait donc cette notion de groupe, de communauté de biens, de communauté d'ensemble, dans lequel était inclus l'ensemble des communautés qui pouvaient constituer le corps de la maison France. Aujourd'hui, on est passé de la maison au studio, c'est-à-dire ma pièce, ma carrière, jolie image, mon individu, moi, c'est-à-dire on est passé du nous au moi, et ça se transfère mais partout, hein. Si vous voulez, les politiques, c'est de la société dans sa globalité. Je crois aussi, c'est aussi la culture cette culture de la société de consommation, c'est-à-dire l'abondance de choses qui s'est développée d'une manière considérable, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais en particulier à partir des années 70-80, lorsque la mondialisation s'est imposée, en fait. C'est une forme, en fait, cette mondialisation, toutes ces sociétés, ces multinationales, elles sont à la fois partout et nulle part. Elles se substituent aux lois des États tout en imposant la leur. Nos politiques, on négocie avec des intérêts privés. C'est-à-dire des États négocient avec des intérêts privés. Ce n'est plus, les États ne parlent plus au nom des 65 ou 67 millions de Français. Ils parlent, c'est-à-dire cette société-là, elle peut nuire à mon économie. C'est-à-dire on raisonne en termes d'argent. Il n'y a plus ce poids. Elles ont pris un poids tel qu'on est dans une situation de monopole mais mondial, si vous voulez. C'est plus. En fait, il n'y a plus de loi. La loi antitrust aux États-Unis qui avait été votée pour casser ces situations de monopole. Et là, ça va au-delà de ça. C'est que ces sociétés se liguent. Enfin, elles se liguent au sens. Elles se rassemblent pour imposer en fait toujours plus leurs intérêts, elles, particuliers. Ce n'est plus le collectif. Le collectif, je ne parle pas de communisme, de collectivisme. On l'a bien compris. C'est la personne, c'est le moi-je, et c'est mes intérêts, ce que je veux récupérer. On est bien d'accord. Non, vous l'avez dit, et c'est très bien. Mais je crois que je voudrais finir juste, Arnaud Benedetti. Malheureusement, on arrive en fin d'émission, on pourra encore en discuter pendant des heures. Mais c'est vrai, qu'il y a quelque chose de très fort dans ce qu'a dit Eric, c'est qu'il n'y a plus de Maison France, on regarde du studio, même pas la chambre, le coin de la chambre. Et c'est la perte du collectif. Est-ce que ce n'est pas une des raisons de la mort du politique? C'est qu'ils ont oublié le collectif. Oui, parce que si vous voulez, c'est la fameuse liberté des anciens et la liberté des modernes. Benjamin Constant en parle très bien. La liberté des anciens, c'est la liberté qui fait corps, c'est Sparte, c'est l'idée que le citoyen est indissociable de la cité et qu'il est prêt à se sacrifier pour la cité. Et puis la liberté des modernes, c'est l'émancipation de l'individu, du corps collectif. Et en effet, de ce point de vue-là, la pensée libérale, c'est une pensée aussi qui en vient à dépolitiser. Et c'est ce que montre très bien, par exemple, quelqu'un comme Hannah Arendt, lorsqu'on la lit avec profondeur. C'est que la société qui est la société de l'individu, qui est la société de consommation, c'est une société qui en vient d'une certaine manière à nous couper des racines de la cité. C'est aussi ça, ce mouvement aujourd'hui, qui explique d'une certaine manière en profondeur peut-être le processus de dépolitisation auquel nous assistons. Et j'espère, on va dire, comme on connaît les rois, la politique est morte. Vive la politique. Et vive cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur sudradio.fr, notre application et sur nos réseaux sociaux. Je rappelle que si vous ratez des bouts d'émission, vous pouvez tout retrouver sur Internet. Et puis évidemment, le livre d'Arnaud Benedetti que vous trouverez en librairie ce jeudi, Comment sont morts les politiques. Et tout de suite, Brigitte Lay.